déjà dit, si la mort était la fin de tout, ce serait un grand avantage pour les méchants. Cinq, 4, 3, 2, 1. Ils sont partis. Radio X Files avec Christian Page et Marceau. Radio X. Bon vendredi, bienvenue sur les ondes de choix 98.1 Radio X à Québec. Christian Page, bonsoir. Salut Yannick. Est-ce que tu as passé une belle semaine? Oui, plutôt. Ça a bien été? Écoute, ça a été ma première semaine un peu plus relax. OK. Je dois t'avouer, le week-end dernier, j'étais au Salon du Livre à Montréal. Oui. C'était vraiment fou. J'avais l'impression que je signais des livres là, un peu comme de la saucisse high grade. Là, c'était comme industriel. Là, c'était un en arrière de l'autre. C'était vraiment, vraiment fou. La quantité de gens, la foule qu'il y avait là, c'était vraiment... Ça a été 2 jours où je me suis vraiment là, offert un bain de foule. Des belles rencontres, des gens sont venus me voir et évidemment signer leur ouvrage, mais en même temps aussi me confier quelques histoires étranges et paranormales qu'ils avaient vécues. Donc ce fut un beau moment, mais avec le Salon du Livre marquait la fin de mes activités pour le reste de l'automne, en dehors bien sûr de mes interventions radiophoniques, là, mais c'était la fin de mes activités là, pour l'automne. Donc pas de conférences, rien d'autre, pas de... En théorie, là, j'ai pas de tournage télé, rien de ça. Là, donc un peu de repos. Oui, voilà, un peu de repos, puis il faut quand même, je me mette assez rapidement à la tâche. J'ai quand même un ouvrage que je dois offrir, un manuscrit que je dois remettre à mon éditeur au printemps prochain. Donc, je dois me pencher là-dessus. Et puis, bon, j'ai d'autres projets qui gravitent là à gauche et à droite. Donc, on doit réfléchir à ça, puis voir quelle va être la suite des événements. J'ai entendu parler de toi oui? au hockey cette semaine. Ils m'ont demandé quand est-ce qu'on allait te voir à la télé de façon plus régulière. Voilà, on a des projets qui circulent, là, mais ce qui est toujours difficile, c'est que il y a pas beaucoup de plateformes au Québec. On a quelques réseaux de télévision spécialisés, là, pour les nommer, le Historia, Canal D, là, qui sont les principaux canaux pour lesquels j'ai travaillé. Et évidemment, ces gens-là doivent faire des choix en fonction des budgets qu'ils ont. Puis là, à partir du moment où on va essayer d'économiser à gauche ou à droite pour différentes raisons, là, pour essayer de financer d'autres productions. Donc, on est un peu comme des gens qui tirent... Contrairement à ces gens qui ont gagné à la loterie cette semaine. Ben oui. Nous, on doit... Oui, c'est quand même extraordinaire. Les filles de brassard, c'est donc le fun, ça. Oui, ça, c'est super le fun. Puis comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, là, avant que moi-même j'entre en onde, là, je t'entendais dire, parmi ces gens-là, il y a des femmes qui sont d'âge moyen, là. Donc, elles auront la chance de profiter de ces sommes d'argent. Et souhaitons que... Puis c'est vrai, hein, tu as mentionné aussi l'espèce d'éthique qui les a marqués en disant, on laissera pas les enfants comme ça à l'école sans filet. Là, donc, ils vont assumer une charge en attendant de trouver des remplaçants avant de dire, comme on dit, le bye-bye boss. Mais elles auront aussi l'occasion de profiter de ces sommes d'argent. Écoute, si je gagnais une somme d'argent de cette ampleur, j'ai moi aussi plusieurs projets, j'aurais plusieurs projets en tête, dont l'un, c'est un peu fou de dire ça, mais j'aimerais bien éventuellement ouvrir soit une station de radio, soit ouvrir une chaîne de télévision spécialisée, où je me concentrerais essentiellement sur de la vulgarisation scientifique, tant dans les phénomènes paranormaux que dans la science en général. Et ça, malheureusement, je trouve que ça manque beaucoup. Là. Tu sais, quand il y a des chaînes qui présentent du documentaire, par exemple, sur le paranormal, puis moi, le paranormal, on peut pas le sortir du gars. Ça fait quand même 42 ans que je suis là-dedans, 43 maintenant. C'est énorme, tu sais, on peut pas enlever ça. Puis je suis toujours un peu déçu de voir qu'il n'y a pas de courroie de transmission. C'est-à-dire que d'un côté, on a
Bon, oublions là, les sceptiques nihilistes, puis oublions là, les croyants qui avalent n'importe quoi. Là. Mais entre les deux, il y a, puis on en parle souvent ici en ondes, il y a des gens qui font un bon travail de recherche. Ce sont une espèce de collège invisible où c'est une élite silencieuse. Et ces gens-là s'intéressent à des phénomènes comme ceux-là. Mais évidemment, ce n'est pas leur rôle. Ils font un travail. Ils publient bien souvent dans des périodiques très sérieux, voire des périodiques scientifiques. Mais tu comprendras que ces chercheurs-là, on en a reçu en ondes, là, je pense notamment à Mario Varvoglis, qui dirige l'Institut métapsychique international à Paris. Ce n'est pas le travail de ces gens-là de descendre dans la rue pour faire de la vulgarisation scientifique. Tu comprends, ces gens-là, ils sont un peu dans leur tour d'ivoire. Ils ont un discours qui est un discours scientifique. Ils s'adressent à d'autres scientifiques. Mais il n'y a pas de courroie de transmission pour informer le public de ces recherches. Généralement, c'est un travail qui incombe aux journalistes scientifiques. Le problème des journalistes scientifiques, c'est pas un reproche que je lui fais, mais c'est quand même la réalité. Les journalistes scientifiques boudent un peu tout ce qui touche le domaine du paranormal. Donc, on va trouver de très, très bons journalistes scientifiques qui vont vulgariser, par exemple, de l'astrophysique, des nouvelles découvertes dans le domaine de la médecine, d'autres domaines de la science. Mais dès qu'on parle de phénomènes paranormaux, même si la source, elle est très crédible, que ce soit des travaux qui ont été menés dans des universités ou des chercheurs qui ont une formation académique, qui ont fait des travaux, dès qu'on évoque le mot paranormal, surnaturel, parapsychologie, bon, il y a une espèce de mépris de la part de la presse scientifique et principalement des journalistes scientifiques qui décident de ne pas donner écho à ces informations. Donc, il n'y a pas de courroie de transmission. On a de la recherche extraordinaire qui se fait en haut lieu, des résultats très intéressants. C'est vrai, ce sont pas toujours des résultats que l'on voudrait. Hein. Si toi, tu es du genre à vouloir croire aux licornes, aux gnomes, aux farfadets, c'est peut-être pas forcément les nouvelles que tu voudrais entendre. Mais ces recherches-là nous replacent, nous, comme individus, comme humains, au centre de tout un ensemble de phénomènes dans lesquels nous, on est peut-être un élément moteur. Mais il n'y a pas de courroie de transmission. Ben. Alors, il faudrait des radios, il faudrait plus d'émissions comme les radios X-Files, il faudrait plus d'émissions de télé qui feraient ce type de vulgarisation. Malheureusement, on n'a pas ça. On a des trucs, écoute, on ne citera pas le réseau, mais il y a une énormité épouvantable actuellement qui est en ondes à la télé qui s'appelle Paranormal sur le vif. C'est véritablement une collection de séquences vidéo qui ne volent pas plus haut que ce qu'on retrouve sur YouTube, avec des pseudo-experts qui te disent des âneries, là, mais vraiment, là, c'est désarçonnant. Et là, tu dis, ça n'a pas de bon sens qu'on mette ça accessible à un public. Écoute, j'ai honte. Là, quand je vois un truc comme ça, il y a quand même des limites. Tu sais, je suis prêt à accepter des émissions de chasseurs de fantômes, même à la rigueur, Chantal Lacroix puis sa table qui bouge. Mais quand tu vois ce genre de truc-là, là, écoute, je tombe là-dessus, j'ai envie de mettre un sac de papier sur la tête. Et dans le feeling de ça, si quelqu'un me disait « Hey, Christian Page, t'es pas le gars qui fait du paranormal. » Rien que de penser que ce type-là, pour lui, paranormal égale paranormal sur le vif à la télé, j'ai envie de me mettre un sac de papier puis dire « Non, non, pas du tout. » C'est épouvantable ce que l'on voit et on dirait que ça va pas en s'améliorant. Tu sais, c'est assez surprenant parce que alors qu'on a un peaufinement de la rigueur scientifique, et on a une vulgarisation, en fait une transmission de l'information, l'autoroute de l'information avec le web, on devrait se dire cette information-là devrait se véhiculer plus aisément, les gens devraient développer un plus grand sens critique, mais non. C'est comme, on dirait qu'on nivelle par le bas. Okay. Je vais te poser une question, Christian. Okay? Oui, vas-y. Mettons que l'argent domine le monde. Mettons. Oui. Okay. Oui, c'est ça. Et là, que je suis surpris. Tu as deux types d'émissions. Okay? Oui. Une émission à saveur scientifique où on parle de tous les phénomènes, puis à la fin, on dit voilà, voilà les faits ou l'hypothèse la plus plausible, c'est ça. L'hypothèse dominante. Ouais. Mais avec une approche très, très, très scientifique et on vulgarise. Okay? Et de l'autre côté, tu as une émission du type que tu viens de nous parler qui fait rêver les gens, qui émène un peu en bateau, mais en même temps qui laisse un peu de place au surnaturel, puis qui prend un peu ses auditeurs pour des cons. Quelle émission tu penses qui va attirer le plus de monde? Ben évidemment, les gens préfèrent la facilité. Les gens préfèrent qu'on leur raconte un monde enchanté. Les gens aiment mieux vivre
c'est un peu ça. Le problème de la science, c'est qu'elle désenchante le monde. Hein, pour beaucoup de gens, là, tu sais, il y a comme le rêve, puis là, d'un coup, la science arrive, là, c'est pas ça, puis c'est pas ça. Il y a comme un désenchantement. Et c'est un peu ça le travail des bons vulgarisateurs scientifiques, c'est-à-dire, c'est pas parce que la science arrive qu'on désenchante le monde. Il faut enchanter le monde avec la science. Et c'est malheureusement ce qu'on ne sait pas trop bien faire. Et moi, je crois pas, puis là, c'est une opinion personnelle, malgré que la science se penche sur beaucoup de phénomènes et elle peut apporter beaucoup de réponses, tu sais, on l'a déjà évoqué, en Europe, il y a de plus en plus une école de pensée qui voudrait donner plus de place à ce qu'on appelle la science non rationaliste. La science non rationaliste, c'est de dire, on fait quand même de la science, on applique des règles rigoureuses, mais on accepte, par exemple, qu'au centre de ces manifestations, et c'est encore plus vrai si l'on parle de perception extrasensorielle, c'est quand même l'humain qui est au centre de ces manifestations, et travailler avec des humains, ce n'est pas comme mélanger des substances chimiques qui vont toujours te donner les mêmes résultats. Si tu mélanges de la glycérine avec du nitrate, tu vas obtenir de la nitroglycérine, tu comprends? Ça va toujours donner le même résultat. Alors que travailler avec des humains, c'est différent, et c'est pourquoi, bien souvent, la communauté scientifique, lorsqu'on parle de phénomènes paranormaux, le terrain de travail est si instable qu'on préfère se retirer. Or, d'où cette communauté scientifique en Europe de plus en plus présente qui dit, oui, mais comme on s'intéresse à ces phénomènes sont fascinants, il faudrait peut-être introduire une approche, là, disons, moins matérialiste que la science que l'on connaît. Oui. Et je ne crois pas que si on présente les faits objectivement, rigoureusement, je pense qu'on peut quand même continuer. On n'est pas là pour faire rêver les gens, mais je peux comprendre que les gens vivent des expériences et que ces expériences-là n'aient a priori pas d'explication. Et je pense qu'on peut arriver à dire aux gens, nous n'avons pas d'explication, mais le fait de ne pas avoir d'explication ne nous force pas à dire on est visité par des extraterrestres ou il y a une vie après la mort. Ça relève de la croyance et les gens sont libres de croire ce qu'ils veulent. C'est-à-dire donc, sans taxer, sans faire un procès aux croyances des gens, on peut quand même leur présenter les faits qui sont vérifiés ou vérifiables. Malheureusement, on a de la difficulté un peu à faire ce dosage-là. Mais pour répondre à ta question, c'est vrai que habilement, si on présente une émission qui fait rêver versus une émission qui présente les faits, j'aurais tendance à dire que les gens vont préférer une émission qui fait rêver. Donc, le diffuseur va vouloir avoir des gens à l'écoute. Oui, c'est un peu ça. Et c'est pourquoi en fait, ce que je ne comprends pas, Yannick, puis c'est peut-être ma naïveté par rapport aux médias d'information, puis je suis quand même dans les médias depuis de nombreuses années. Ce que j'arrive pas à comprendre, je comprends qu'on fonctionne, tu l'as mentionné, l'argent gouverne le monde, et je comprends que les diffuseurs souhaitent avoir les émissions les plus populaires, parce que plus elles sont populaires, évidemment, plus il y a une importante part du gâteau de publicité, etc. On comprend cette mécanique-là. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi il faut toujours avoir, c'est-à-dire que un réseau X ou Y, là. Bon, ce réseau-là dit, on va mettre des émissions un petit peu qui font rêver. Bon, à la recherche d'Adolf Hitler, nos ancêtres, les extraterrestres, paranormal sur le vif, ça fait rêver. Mais à travers tout ça, on peut-tu se dire qu'on va prendre 1 heure là, par semaine ou, tu sais, et on va présenter une émission qui est plus rigoureuse. Bon, peut-être qu'on va hypothéquer un peu la spontanéité de notre public. Peut-être que ceux qui regardent nos ancêtres, les extraterrestres, regarderont pas cette émission-là parce que, bon, on va dégonfler un peu leur ballon. Comme disait un animateur de Radio de Québec, il va y avoir un coït interrompu. Ah. Mais, en même temps, est-ce qu'il n'y a pas une espèce d'éthique de la part du diffuseur? Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, moi, je me dis, bon, OK, c'est vrai, là, mais en tant que diffuseur, moi, là, je me sens une éthique, une responsabilité sociale. Puis c'est pas le fait de mettre une émission qui est plus sérieuse dans ma grille horaire, dans ma semaine, que je vais hypothéquer toute ma commandite. Je pense pas ça. Ah, puis je suis entièrement d'accord avec toi sur ce point-là. Fait que bon, j'ai ma commandite, ça fonctionne bien, mais dans ma semaine, là, sur mes 40 heures ou mes 45 heures de diffusion originale, ben, m'en mettre 1 ou 2 où ça va être un peu plus rigoureux. Ça vient de finir là. Puis je ne crois pas à ce moment-là que le réseau va se retrouver en difficulté financière. C'est ce qu'il ne fait pas.
Et ça, j'arrive pas à comprendre ça. Puis c'est vrai également avec la radio. Hein, tu as des émissions, tu dis, bon, mais on enchaîne l'émission. Ça te tentera pas dans ta semaine d'en mettre une émission qui va peut-être certainement être moins populaire. Je suis bien d'accord, là, ta grille, là, sur ta grille, là, ben, de 9h à 10h le vendredi soir, t'aurais peut-être pas le plus gros auditoire, mais au moins de 9h à 10h le vendredi soir, tu fais une émission de vulgarisation scientifique. Ça se peut-tu, ça? Est-ce que c'est si... Comment c'est vraiment croire au fantasme? Je suis tellement utopique de penser ça. Ben, c'est pas utopique puisqu'on le fait à Radio X-Files. Voilà. Okay. Et je n'en remercierai jamais assez la direction de Radio X-Files, de la direction de Radio X d'avoir accepté de relever ce défi-là. Parce que au niveau de la popularité, c'est bien entendu qu'il y a beaucoup moins de monde qui écoute la radio le vendredi soir que le lundi. Absolument. Le lundi à 7h30 dans le trafic. D'un autre côté, quand on regarde les podcasts, nous sommes l'émission la plus téléchargée à Québec. Indépendamment de toutes les stations de radio, c'est notre émission qui est la plus téléchargée. Fait que, et ça, c'est extraordinaire. Ben oui, tu vois, parce qu'autrefois, voilà, on vient de se donner un nouvel outil et on peut en être fier. Même si la diffusion se fait le vendredi soir, qui n'est pas la plage horaire la plus écoutée. Hein, ouais. On le comprend parce que la radio s'est beaucoup transformée. Hein, avec l'avènement de la télévision, les médias sociaux, l'Internet, tout ça. Maintenant, qui écoute la radio? C'est principalement les gens du parc automobile. Donc, les gens qui sont dans leur véhicule, qui se déplacent, ou encore les gens qui sont au travail, qui sont un petit peu enchaînés au fait qu'on fait jouer une station de radio. Puis, en fait, c'est la direction qui décide quelle station de radio qui va jouer dans l'édifice. T'sais. Donc, on a une espèce d'auditoire passif un peu qui est menotté, qui écoute une station de radio-là, ou les gens du parc automobile. Alors qu'autrefois, on écoutait la radio pour s'informer, pour se divertir, pour tout à la fois. Aujourd'hui, on a un tel éventail pour se divertir que la radio devient une espèce de... c'est un élément, il faut regarder les conditions sociales, un contexte social qui va faire que les gens vont écouter la radio. Puis là, moi, je suis conscient de ça que le vendredi soir, lorsqu'on est en ondes, on n'a pas la meilleure plage radiophonique de la semaine. Mais en revanche, ce nouvel outil du téléchargement, le podcast qui n'existait pas il y a 10-15 ans, ben là, nous permet évidemment d'offrir aux gens la possibilité d'écouter cette émission au choix, en fonction de leur disponibilité et de l'écouter à partir de leur propre ordinateur. Donc, ils peuvent vaquer à leurs occupations, ils travaillent, ils font quelque chose sur le web, on se met un écouteur, puis hop, on se branche sur le podcast, puis on écoute ça. C'est vraiment extraordinaire. Et encore une fois, remercions la direction de Radio X d'avoir accepté d'avoir relevé ce défi-là. On commence à travailler fort. Maintenant, on parle du poltergeist d'Actonville. Oui, ça, c'est notre émission de cette semaine, le poltergeist d'Actonville. On aura abondamment l'occasion d'en parler en deuxième partie parce que je suis très, 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 très content de l'avoir avec nous. C'est le père Normand Bernier. Puis, il faut que je te dise, Yannick, écoute, je te fais quelques petites confidences là, entre toi et moi. Quand j'ai commencé dans l'univers du paranormal, donc en 1976, cette histoire était déjà vieille de 7 ans. Mais c'est une des toutes premières histoires que j'ai entendu parler. Donc, j'arrive dans l'univers du paranormal. J'arrive, en fait, par la porte des ovnis. C'est surtout ça qui m'amène dans l'univers du paranormal. Donc, je me joins à des gens qui côtoient ou qui sont proches de l'association UFO Québec à l'époque, dont l'un des principaux responsables est un type qui vit aujourd'hui au lac Beauport, là, près de Québec, et je le salue s'il nous écoute, Marc Leduc. Donc, c'est à travers ces gens-là que j'arrive dans l'univers du paranormal. Mais évidemment, lorsque l'on discute paranormal entre amis, ben souvent le sujet va déborder de la question des ovnis. Et j'entends parmi les premières histoires dont j'entends parler, c'est cette histoire de poltergeist qui s'est produite au début de 1969 à Actonville. Là, on est à la limite là, de la Montérégie de l'Estrie. Et là, on me raconte cette histoire-là, une histoire assez incroyable, hein, parce qu'on parle de manifestations excessivement dynamiques. Quand on parle de phénomènes poltergeist, souvent les gens vont dire « Ah, une porte qui s'ouvre, un coup frappé dans le mur », mais c'est souvent sur une longue période de temps. On a 3 ou 4 coups qui vont être frappés dans le mur pendant une semaine, ou on a une porte qui s'ouvre une fois par semaine, alors que dans le cas du poltergeist d'Actonville, les manifestations vont durer à peine 3 soirées, mais on parle de manifestations excessivement dynamiques. En fait, ça me rappelle un peu, puis je fais pas de comparaison là, sur la nature des phénomènes, mais rappelle-toi, on en a déjà parlé, cette histoire de poltergeist à Beauport, Québec, où les gens
Il disait, il y a des coups dans le mur et à un moment donné, Télé4 arrive sur place, il parle avec Madame sans chagrin, je pense. Et là, alors que le journaliste lui demande, ça cogne dans votre mur, ça cogne comment? Et là, Madame sans chagrin, comme elle se prépare à répondre, on voit la cloison derrière elle qui bouge, avec des coups solides, bang, bang, bang. Et elle répond, comme ça. On voit la manifestation, comment c'était dynamique. Est-ce que c'était le même type de manifestation? Est-ce qu'on est en présence ici d'un phénomène naturel mal expliqué, un véritable phénomène de poltergeist? C'est pas très important là pour l'instant dans notre conversation. L'important, c'est l'aspect dynamique de la chose. Dans le cas du poltergeist d'Acton Vale, c'est exactement ça. On a 3 soirées avec des manifestations excessivement dynamiques. Des meubles qui se renversent, des coups frappés dans les murs, des objets qui flottent dans l'air. Écoute, le récit qu'on me fait de ça à la fin des années 70 est si incroyable que je me dis, on a dû imaginer des trucs. Et éventuellement, je vais retrouver un article, c'était Photopolis ou Allopolis. Je sais pas si tu te rappelles de ces journaux. Bien sûr. C'était très sensationnaliste. On présentait souvent des histoires de crimes, mais d'autres histoires. Et c'était souvent très, très, très sensationnaliste. Je me rappelle avoir lu un article, par exemple, sur le monstre Ponic, le monstre du lac Poinégamouk. Et il y avait eu cet article, il y avait un article qui avait été publié sur cette histoire du poltergeist d'Acton Vale. Et là aussi, j'avais lu le compte-rendu qu'on en faisait, et là aussi, ça me paraissait un peu exagéré. Et puis finalement, les trucs se passent, je continue mon petit bonhomme de chemin, et voilà qu'au début des années 2000, on décide de produire pour Canal D la série Dossier Mystère, la saison 1 de Dossier Mystère. Et je me dis, puisqu'il faut aborder des sujets québécois pour plaire, pour avoir une espèce de proximité avec les téléspectateurs, je me dis, pourquoi ne pas revenir sur l'affaire de Acton Vale? C'est difficile, là, parce que déjà, on est en présence d'un événement qui est déjà vieux de 35 ans. Et là, donc, j'entreprends, je me rends à Acton Vale, je fais une enquête de voisinage, je retrouve des gens qui ont été impliqués dans cette histoire-là ou qui connaissaient les témoins principaux. Les témoins principaux, c'est Irène et Silvio Saint-Onge. Donc, ils les ont bien connus, ils m'en parlent. Et de bouche à oreille, comme ça, je réussis à me remettre sur la piste. À l'époque, il y avait 3 vicaires d'Acton Vale qui avaient été impliqués. L'un d'entre eux, le père Bérard, était décédé. Mais j'apprends que les 2 autres, le père Normand Bernier et Claude Léveillé, sont toujours vivants. L'un coule une retraite paisible à Saint-Hyacinthe et l'autre est toujours ministère dans la région de Granby. Et c'est comme ça que je vais retrouver à la fois les 2 prêtres et je vais rencontrer le père Bernier. Et pour moi, c'est un souvenir que je n'oublierai jamais. Là. Je rencontre le père Bernier, un peu de réticence au départ à me parler de cette histoire-là, parce que il y a comme pour lui, ça fait déjà 35 ans de ça, les souvenirs s'embrouillent un peu, puis en même temps, il y a toute cette famille avec lesquelles il a vécu cette expérience, mais il l'a vécu aussi dans un cadre, il faut se rappeler qu'il est quand même vicaire de la paroisse, et il y a une espèce de, une espèce de confidentialité de ce qui se passe entre les confesseurs, entre les ecclésiastiques et bien sûr les fidèles. Et le père Bernier semblait un peu lié à ça. Et finalement, il accepte de me parler. Je me retrouve, écoute Yannick, je te raconte ça, je m'en rappelle comme si c'était hier. Je me retrouve et il tient ministère à la paroisse Saint-Luc de Granby. Je me rends là, l'église est à ce moment-là, l'église est fermée, on est en milieu d'après-midi, donc je m'installe là quelque part là, dans la nef avec le père Bernier, la caméra tourne. Et là, il me raconte cette histoire-là. Et l'histoire qu'il me raconte, elle est aussi fantastique que les récits que j'en ai lus. Je suis renversé. Et là, au gré de notre conversation, il me dit, vous savez, M. Page, j'ai dit non seulement je l'ai vu, puis là, il me raconte ça avec moult détails, puis il est un très bon raconteur. Et là, à un moment donné, il me dit, vous savez, ce soir-là, dans tous ces événements-là, on a pris des photos. Et là, il me donne un jeu de photos. On voit c'est vraiment spectaculaire, là. Les meubles renversés, les vêtements jetés au milieu des pièces, le cadre. Il y avait un cadre de Notre-Dame du Perpétuel Secours. C'est une espèce de, pour les gens qui nous écoutent, s'ils ne savent pas c'est quoi la Notre-Dame du Perpétuel Secours, c'est comme une image sainte de la Vierge qui tient comme l'enfant Jésus. Et là, donc, il me raconte, il dit, il y avait ce cadre-là qui était un peu comme une des cibles du, entre guillemets, poltergeist. Il dit, le cadre faisait des vols planés dans la pièce. Et là, Bernier me raconte, il dit, je l'ai vu à un moment donné alors que j'étais là, j'avais les yeux fixés sur le cadre. Et ça, rien que pour te raconter ça, parce qu'il va sûrement le raconter plus tard, mais il me raconte et il me dit, je vois le cadre se décrocher du mur, flotter dans la pièce, aller s'accrocher sur la porte menant au salon.
Et là, il dit, il s'accroche après la poignée. Il dit, Madame Saint-Onge l'enlève, le place, parce que ça fait 3 jours que le cadre se balade comme ça dans la maison. Elle le décroche, elle le place derrière une chaise en bois qui est dans la cuisine. Et là, le cadre se met à sautiller derrière la chaise en bois, comme s'il voulait se libérer de sa fâcheuse position. Et il me raconte ça avec moult détails. Je suis, en fait, accroché à ses lèvres. C'est l'une des histoires les plus incroyables qui m'a été donnée d'entendre et de la bouche d'un des témoins qui était sur place. Donc, cette histoire-là m'avait beaucoup marqué. Je la traînais depuis la fin des années 70. Je rencontre le père Bernier 2003 ou 2004 à peu près. On fait cette entrevue-là. Je rencontre le père Léveillé qui me tient exactement le même discours. Les 2 hommes ne s'étaient pas à peu près reparlé depuis cette époque, la fin des années 60, début des années 70. Et malgré les années écoulées, les 2 hommes me racontaient avec force de détails chacun des événements qui s'étaient produits et pour lesquels ils avaient été les témoins. Et je perds éventuellement le père Bernier de vue. Et puis, aujourd'hui, on est en 2019. Ça fait donc 50 ans, cette histoire du poltergeist d'Acton Vale. Et je me suis dit, je ne peux pas être le seul à entendre ou avoir en mémoire les souvenirs du père Normand Bernier. Donc, je l'ai retrouvé pour vous cette semaine. Et malgré encore certaines réticences, le père Bernier a accepté d'être en direct avec nous à partir de 21h. Donc, il va nous raconter ce qui s'est passé ces 3 soirs dans la maison d'Acton Vale. Comme il m'a dit, je commence à voir avec l'âge, les souvenirs commencent à être flous, mais on va essayer d'être... on sera tout à fait tolérant. Et il va nous raconter ça. Et donc, les gens qui nous écoutent pourront t'écrire à toi s'ils ont des questions directement à poser au père Bernier. Ben, ils pourront te les poser à toi. Et si le père Bernier peut y répondre, je suis convaincu que ça lui fera plaisir. C'est une histoire incroyable, l'une des meilleures histoires qui m'a été donnée d'entendre ici, qui s'est produite au Québec, et pour laquelle il y a tout un groupe de témoins. Ce qui est amusant, ce qui est fascinant dans l'histoire du poltergeist d'Acton Vale, comme dans beaucoup de cas de poltergeist, on oscille toujours entre à la fois des récits qui sont un peu différents, parce que les témoins ne voient pas tous les mêmes phénomènes, ne sont pas toujours dans la même pièce où le phénomène se passe. Bernier me racontait, le père Bernier me dit, à un moment donné, il dit, on est au salon, on est en train de réciter une espèce de prière, parce qu'il faut quand même se penser, on est en 1969, il y a tout un espèce de contexte religieux autour de ça. Et là, il me dit... On est dans le salon et d'un coup, on entend des claquements. Ça fait clac, clac, clac. Il dit, comme... J'espère qu'il le racontera de la même façon, mais c'était vraiment le croustillant. Il me dit, on avait l'impression qu'il y avait un groupe de danseurs à claquettes dans la cuisine. Alors, on se lève et on s'avance dans la cuisine. Et là, dans la cuisine, il n'y a personne. Il dit, on voit la table de la cuisine, les chaises autour, et les chaises sautillent comme si elles étaient prises d'une danse de Saint-Guy. Là, je te cite textuellement ce qu'il m'avait dit ce soir-là. Ce sont des événements incroyables et, les récits varient d'un témoin à l'autre, dépendamment où il se trouvait. Est-ce qu'on peut éliminer la fraude? On peut rarement, et je l'ai souvent dit et je le répète, dans les phénomènes paranormaux, on peut rarement exclure une manipulation ou une fraude. Dans les cas de poltergeist, c'est encore plus vrai parce qu'on a énormément de cas de fraude et de manipulation dans les cas de poltergeist. Mais ici, le contexte, le nombre de témoins, la façon dont les manifestations se produisaient. Puis je vais certainement reposer la question au père Bernier, mais je me rappelle, je lui avais posé la question, est-ce que vous auriez pu être dupé soit par les Saint-Onge ou par d'autres personnes qui étaient sur place? Et comme il me disait, il aurait fallu des mécanismes de trompe-l'œil inimaginables pour pouvoir réussir à tromper tous les gens qui étaient sur place. Qui plus est, de très nombreuses manifestations se sont produites devant les yeux des témoins. Donc, c'est pas un bruit, puis là, on se revire de bord, puis on voit qu'une tasse est tombée, là. Il disait, je me rappelle, à un moment donné, il me raconte, il dit, je suis dans la salle de bain. Et là, je vais pas tout raconter l'histoire à sa place, mais écoute, il y avait tellement de choses qu'il me racontait, là. Il me disait, à un moment donné, je suis dans la salle de bain, puis il dit, on a entendu un bruit. Fait qu'on arrive dans la salle de bain, et là, je vois, il le regarde, il dit, de ses yeux, je vois, il y a une brosse en bois qui est accrochée sur le mur, et là, elle bat la cadence sur le mur, Elle tape comme si il y avait une espèce de tempo invisible, et elle tape sur le mur. Et là, au moment où on sort de la salle de bain, en reculant, il dit, je vois il y a plein de flacons là, sur le comptoir de la salle de bain, des flacons de parfum, d'eau de toilette, tout ça. Il dit, au fur et à mesure, c'est un peu comme si nous étions des aimants, au fur et à mesure où on reculait, ces
pots, ces récipients glissaient dans notre direction jusqu'à tomber en bas en bas du comptoir, là. Bon, il tombe sur le plancher. Et là, on ramassait, on met ça sur le comptoir. Et alors qu'on a les yeux là, rivés, on est tous là dans la salle de bain. Il dit, il y a une table en métal, genre de table pliante. Les gens savent peut-être de quoi on parle. Tu sais, c'est un peu, imagine-toi comme une espèce de X qui se déplie. Là. Ce sont des pattes en métal mou. Et il y a un plateau qui clipse là-dessus. Et là, il dit, alors qu'on est là, il y a une table comme celle-là dans la salle de bain, alors qu'on est là à ramasser des flacons, je vois la table, il l'a dans son champ visuel, je vois la table bondir dans l'air et se déposer dans le bain. Tu dis, wow, c'est étonnant. Donc, j'en dis pas plus. Je laisserai le père Bernier nous raconter ses histoires. Mais inutile de dire, Yannick, que quand je l'ai eu cette semaine au téléphone, on a discuté, et quand il a accepté mon invitation, j'étais aux petits oiseaux. Ben, ça s'entend. Et moi aussi, je suis aux petits oiseaux ce soir. J'étais aux petits oiseaux parce que, pour la première fois, le père Bernier n'a jamais donné d'entrevue à la radio. Il n'a donné qu'une seule entrevue télé. Il le fait pour moi. Je pense qu'il m'aime bien. Il l'avait donné dans le cadre de Dossier Mystère parce qu'il me l'avait avoué. Il dit, je vous suis depuis des années, Monsieur Page. J'aime ce que vous faites, la rigueur que vous présentez. Et là, il s'est laissé convaincre d'être avec nous ce soir, malgré qu'il faut quand même être indulgent. Quand même, 50 ans se sont écoulés depuis ces événements. Ouais. Et puis bon, évidemment, avec l'âge, la mémoire s'embrouille un peu. Mais je suis très content de pouvoir présenter ce soir aux auditeurs de Radio X le témoignage du père Normand Bernier sur le poltergeist d'Acton Vale. Enfin, une histoire qui se terminera pas par un coït interrompu à soir. Non, à soir, je te le dis, Yannick, tu n'auras pas le coït interrompu. 20h38, live à radiox.com, 88 670 9098, 88 670 9098. Je vous rappelle que ce soir, on parle du poltergeist d'Acton Vale et vers les alentours de 21h, on aura une entrevue avec le père Normand Bernier, qui est un acteur de premier plan qui a vécu ces épisodes-là avec le poltergeist d'Acton Vale. Mais tout d'abord, Christian, on veut parler de ce que c'est qu'un poltergeist. Est-ce qu'on définit un poltergeist comme étant un fantôme? Voilà, et t'as tout à fait raison de revenir là-dessus parce qu'on a peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs, comme on dit. Parce que d'abord, qu'est-ce qu'un poltergeist? Depuis le début de l'émission, nous parlons du poltergeist d'Acton Vale, mais qu'est-ce qu'un poltergeist? Donc, il faut savoir que le mot poltergeist, c'est un mot allemand. Polter qui veut dire bruyant, tapageur, et geist qui veut dire esprit. Donc, c'est un esprit bruyant ou tapageur. C'est peut-être pas la meilleure définition qu'on peut trouver parce que il faut savoir que le mot poltergeist, il est associé à ce type de manifestation depuis le 17e siècle. Mais des manifestations de ce type-là, on en retrouve un peu à travers toute l'histoire humaine. Même on a des récits dans l'Antiquité où des événements comme ça étaient décrits. Donc, qu'est-ce que c'est que ces poltergeists? On va voir, ils sont quand même assez différents. Quand on parle de phénomènes de fantômes ou de revenants, entre guillemets, on parle généralement de deux types principalement de manifestations, la hantise et le poltergeist. Donc la hantise, les gens connaissent bien, c'est un lieu que l'on dit être habité par des âmes errantes. Donc généralement, les manifestations perdurent depuis des années, sinon des siècles, dans certains cas, par exemple, des vieux châteaux hantés où on voit des fantômes. Et généralement, ils sont accompagnés soit de manifestations ou d'apparitions qui permettent aux témoins, on s'enfargera pas dans les fleurs du tapis, là, faut-il y croire ou pas y croire, là. On ne fait ici que faire une définition. Donc, ce sont dans ces lieux hantés, il y a donc des apparitions souvent que les témoins pourront associer à des événements ou à des personnages ayant vécu dans ces lieux. Donc ça, c'est le phénomène assez classique de la hantise. Ce sont les lieux qui sont hantés. Alors que dans le cas du poltergeist, on est vraiment dans un autre type de manifestation. Donc ce sont des manifestations qui apparaissent, qui débutent spontanément. Donc on est un mardi après-midi à 2h30, ça commence. Donc, et ça commence de manière, et ça porte bien le nom, poltergeist, donc bruyant, esprit bruyant. Donc ça commence généralement par des coups dans les murs, des meubles qui se renversent, des objets qui sont lancés contre les murs. On pourrait dire, entre guillemets, que ce sont des manifestations qui sont destructives ou agressives. C'est généralement comme ça qu'on va les définir. Dans le cas du poltergeist,
les manifestations semblent tourner autour d'un individu que les parapsychologues appellent maintenant, on l'appelle l'agent du poltergeist. Mais autrefois, on appelait ça l'hypothèse de la vilaine petite fille. Hein, parce que pourquoi la vilaine petite fille? Parce que généralement, dans les cas de poltergeist, l'agent du poltergeist est généralement un adolescent ou une adolescente, mais surtout une adolescente adolescente ou préadolescent, là, on s'entend. Et c'était surtout des jeunes filles, hein, principalement des jeunes filles. Donc, c'était l'hypothèse de la vilaine petite fille qu'on maintenant on a changé pour l'agent du poltergeist. Donc, cet individu semble être au milieu de la manifestation. Les manifestations semblent tourner autour de lui. Ou bien et là, tu vas voir, on a deux hypothèses possibles, là, mais donc, ce sont ces manifestations qui tournent autour de l'individu. Il n'y a jamais d'apparition. C'est vraiment la personne qui semble au centre de la manifestation et non pas le lieu. On peut dire que dans le cas du poltergeist, c'est l'agent du poltergeist qui est hanté et non pas le lieu. Donc, les manifestations bruyantes, agressives, coups dans les murs, objets qui se renversent, ces manifestations vont perdurer généralement sur une assez courte période de temps. Ça peut être quelques jours, quelques semaines. Bien sûr, dans la littérature, on a des cas où des événements ont perduré pendant des années. Puis c'est vrai également qu'on a dans la littérature des cas où les gens étaient un peu plus âgés. Hein. Au Canada, par exemple, on a un très célèbre cas de poltergeist qu'on appelle le poltergeist d'Amherst, qui s'est produit en Nouvelle-Écosse. Et la jeune femme avait 18 ans, Esther Cox. Hein, ça se passe à la fin du 19e siècle. On est de mémoire, je crois, 1878-1879. Et les manifestations vont perdurer pendant des années. Et Esther Cox est un peu plus âgé. Mais ce sont des cas d'exception. Généralement, ce sont des manifestations qui perdurent quelques jours, quelques semaines, au mieux quelques mois. Et les gens qui se retrouvent au centre de ces manifestations, l'agent du poltergeist est généralement un adolescent ou surtout une adolescente. Et ces jeunes-là ont généralement des problèmes ou de comportement, des problèmes émotifs, mais ils ont une psychologie qui est un peu torturée. Et là, les manifestations se produisent autour d'eux. Pourquoi je dis que poltergeist est peut-être une mauvaise définition? Parce que principalement au départ, on avait une interprétation spirite de ces phénomènes. Hein. Les gens, on parle du 19e siècle, 18e siècle, c'était surtout l'idée du revenant. On croyait aux âmes désincarnées qui se manifestaient. Et dans le cas des poltergeists, l'hypothèse dominante à cette époque, c'était que les esprits, donc le monde de l'au-delà, va se manifester autour de ces jeunes, autour de cet agent du poltergeist, de la vilaine petite fille. Il va se manifester en canalisant l'énergie de la personne. Donc, ces jeunes-là, comme ils ont des troubles, évidemment, ils sont un peu comme des bombes d'énergie. Et là, les esprits de l'au-delà canaliserait cette énergie pour se manifester dans notre monde physique. Ça, c'était l'hypothèse dominante à une époque où le spiritisme était très populaire et dans certains cas, aujourd'hui, on l'utilise. C'est ce qu'on appelle l'explication survivaliste, hein, d'où l'expression survivaliste parce que c'est la survie de l'âme, donc ce sont les revenants. Mais cette hypothèse-là est en perte de vitesse, mais très, très en perte de vitesse sur une autre interprétation beaucoup plus moderne et qui est arrivée avec l'avènement des recherches en parapsychologie au début du 20e siècle. Et l'hypothèse voudrait que, et encore une fois, hein, je tiens à répéter que dans les cas de poltergeist, on peut rarement éliminer la fraude. Mais si on met la fraude de côté, on a cette première interprétation de survivaliste, hein, ce sont des revenants qui canalisent l'énergie. Et l'autre hypothèse, c'est que ces phénomènes seraient provoqués involontairement par l'agent du poltergeist. Il n'y a donc pas d'esprit, il n'y a pas de transcendance, là. C'est ce qu'on appelle un phénomène de télékinésie involontaire récurrent. Donc, le jeune qui vit ses problèmes, qui aurait à certains moments envie de frapper sur la table ou de lancer un verre sur le mur, ben c'est pas lui qui le fait. C'est comme s'il dégageait une énergie entre guillemets psychique. Il faut quand même savoir que l'énergie psychique n'a jamais été calculée, mesurée, ni même démontrée, mais pour le besoin de notre conversation, appelons-la énergie psychique. Donc, c'est comme s'il déclenchait des mécanismes avec de l'énergie psychique autour de lui qui fait qu'au lieu qu'il prenne physiquement le verre et qu'il le lance sur le mur, ben le verre va bondir, il va aller frapper sur le mur, il y aura un coup frappé dans le mur. C'est un peu comme si la matière autour de cet agent du poltergeist se mettait au diapason de ses émotions. Ça, aujourd'hui, dans les milieux de la parapsychologie, c'est l'hypothèse dominante. Donc, on éclipse un peu le fantôme et le revenant, donc d'où le fait que je te mentionnais tantôt que l'expression « esprit frappeur » est peut-être mal perçue parce que
si on regarde l'hypothèse dominante, il n'y a pas d'esprit. C'est clairement le jeune, l'agent du poltergeist, qui crée ces manifestations autour de lui. Et lorsque la dynamique familiale, la dynamique psychologique va changer, les phénomènes vont progressivement disparaître et s'arrêter. Donc, c'est ce que l'on entend par un phénomène de poltergeist. Ce sont des phénomènes qui sont très intéressants, fascinants. Dans certains cas, il y a eu une documentation exhaustive sur certains cas qui permet jamais de entièrement éclipser l'hypothèse de la fraude, parce que on a des jeunes au milieu de ces manifestations, ça se peut que les jeunes cherchent aussi à attirer beaucoup l'attention, et dans plusieurs cas de poltergeist, les agents du poltergeist, les jeunes qui étaient au centre des manifestations, ont été pris à tricher. Je rappelle simplement, pour le besoin de notre conversation, Yannick, c'est l'an dernier ou il y a 2 ans, il y a le film La Conjuration 2 qui est sorti, qui est basé sur un cas qu'on appelle le poltergeist d'Enfield, qui s'est produit en août 1977 à Enfield, en Angleterre. Enfield étant une banlieue de Londres, une banlieue populaire de Londres, qui est composée principalement de travailleurs, de gens à revenus modestes. Et dans cette banlieue de Enfield, des manifestations se sont produites dans la maison de la famille Hodgson. Et là, il y avait des coups frappés dans les murs, etc. Il faut savoir qu'il y a une enquête qui a été menée par des gens de la Society for Psychical Research, et que ces gens-là ont, à un moment donné, pris les enfants à falsifier des manifestations. Ça ne veut pas dire que toutes les manifestations étaient fausses, mais tu comprendras qu'on vient quand même de donner un coup de pied dans la ruche, là, parce que si on surprend les enfants à tricher, là, un coup qui ont été pris la main dans le sac, ils ont dit oui, c'est vrai, on a manifesté, on a truqué la manifestation A, B, C, mais la D, E et F, c'est pas nous qui l'avons truqué. C'est un peu difficile à croire, tu comprends? Donc là, on a hypothéqué très sérieusement le poltergeist d'Enfield. Et dans de très nombreux cas de poltergeist, je pense à celui-là. Je pense à un autre poltergeist qui s'est produit en 1958 à Seaford sur Long Island, dans l'État de New York, qu'on a appelé le poltergeist popper, parce qu'il faisait sauter des bouchons de bouteilles. Et qui a inspiré le film Poltergeist, le film des années 80, Poltergeist, dont on a fait un remake il y a quelques années, donc Poltergeist, que probablement nos auditeurs connaissent bien. Il est basé sur le Poltergeist Popper de Long Island, de Seaford, sur l'île de Long Island. Et là aussi, les enfants ont été pris à tricher. Donc, dans bien des cas, on a pris des enfants à tricher, ce qui permet de dire, et je comprends on donne de l'eau au moulin aux sceptiques qui disent rien ne prouve que finalement tous les cas de Poltergeist ne soient pas simplement des manipulations volontaires par les jeunes, l'agent du poltergeist qui cherche à attirer l'attention. Je dirais que c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain, parce qu'il y a des manifestations de poltergeist qui ont été relativement bien documentées, pour lesquelles, évidemment, on ne peut pas entièrement rejeter la fraude, mais je pense que la fraude serait très difficile. Le cas d'Acton Vale en est un. Il y en a un autre sur lequel j'ai enquêté personnellement qui m'a renversé. Je prends quelques minutes pour te le raconter. Écoute, on est au début des années 1970. Ça se passe à St. Catharines en Ontario. Donc, au début du mois de février 1970, les policiers de St. Catharines sont appelés dans une maison. En fait, c'est le 237 Church Street. Et à ce moment-là, lorsque les policiers arrivent sur place, ils répondent, en fait, ils ne vont pas là pour une histoire de fantôme, ils vont là pour répondre à un appel de violence conjugale. Donc, on a un couple qui se dispute violemment. Donc, les policiers arrivent sur place. On va séparer les deux tourtereaux. On prend monsieur qu'on amène dans la voiture de patrouille, et pendant qu'un des policiers essaie de raisonner le monsieur en question pour le calmer un peu, l'autre policier qui est resté à l'extérieur se fait accoster par une locataire tout à fait indépendante de l'histoire qui se passe, là. Cette locataire s'approche de lui, elle lui dit « Avez-vous 1 minute? Il faut que je vous montre quelque chose. » Et le policier, l'agent Crawford, va l'accompagner, il monte chez elle habite un appartement du 2e, il arrive dans son appartement et Crawford me raconte lui-même, il dit « Lorsque je suis rentré dans l'appartement, il y avait une espèce d'attroupement devant une chambre. » Et là, je m'approche de la chambre, les gens se tassent, il y avait peut-être 6 ou 7 personnes qui étaient là, les gens se tassent, et quand je regarde dans la chambre, le lit des enfants flotte dans l'air. Et quand je te dis qu'il flotte, là, la tête du lit est à côté sur le mur, il repose sur le plancher, mais le pied du lit est soulevé d'à peu près 30 cm du sol. Il flotte littéralement en l'air. Il n'y a personne dans la pièce. Il dit, j'ai regardé sous le lit, il n'y a pas de levier, il n'y a pas de corde, il n'y a pas rien. Alors, j'ai appuyé sur le montant d'acier. C'est une chambre qui était partagée par 2 petits garçons.
Il dit, je me suis appuyé sur le montant du lit et j'ai ramené le pied du lit sur le sol. Et quand je l'ai relâché, il est remonté dans l'air comme s'il était atteint d'une vie propre, un effet de lévitation. Il dit, je n'avais jamais rien vu de semblable. Et pour te faire une histoire courte, durant les jours qui vont suivre, tous les policiers de St. Catharines, parce que bon, Crawford va revenir au poste, il va raconter ça dans son rapport de police. Il y a ce soir-là le policier qui était resté dans la voiture, l'autopatrouille, un type qui s'appelait Teesdale College. College me racontait, il dit, Crawford vient me voir et il me dit, écoute, le lit flotte dans l'air. Alors, je quitte la voiture d'autopatrouille, je monte au deuxième, j'accompagne, je suis sur les talons de Crawford, on rentre dans la pièce, il me dit, vite, viens voir dans la chambre. Et quand j'arrive devant la chambre, le fameux lit en question, il s'est reposé sur le sol. Il ne flotte plus en l'air. Alors, Crawford est un peu déçu, il dit, je te jure. Puis là, il est là, il se perd en conjecture. Je te dis, le lit flottait, je sais pas quand. Alors, College me raconte, il dit, Crawford s'en va dans la cuisine, il prend la déclaration de la famille, qui raconte qu'ils vivent des phénomènes comme ceux-là depuis plusieurs jours maintenant, et il dit, moi, je reste debout dans l'entrebâillement de la porte de la chambre à coucher, et je garde toujours un œil sur le lit en espérant que le lit va se remettre à flotter dans l'air. Il dit, pendant que Crawford prend la déposition des parents, il dit, soudainement, il y a quelque chose qui attire mon œil dans la chambre. Je regarde, et là, la chambre, vous vous rappelez, elle est vide, il n'y a personne dedans. Il dit, je vois un cadre installé au-dessus du lit dans la chambre des enfants se décrocher, flotter dans l'air, et aller se déposer au pied du lit. Il n'est pas tombé, il n'a pas bondi du mur, il a littéralement flotté pour se poser au pied du lit. Et tu vas voir, le père Bernier va raconter une histoire très semblable à ça également dans le cas du poltergeist d'Acton Vale. Et là, College me dit, quand j'ai vu le cadre comme ça bondir, sauter par-dessus le lit puis venir se déposer au pied, j'ai compris qu'il y avait quelque chose d'anormal qui se passait dans cet appartement-là. Donc, les policiers rentrent au poste de police de St. Catharines. Ils vont remplir un communiqué, un rapport de police. Et l'agent qui suit le lendemain matin, l'agent Richardson, lui me raconte, il me dit, quand je suis arrivé le lendemain matin, puis il dit, je prends le rapport de mes collègues College puis Crawford, puis il dit, quand le rapport commence par « Je n'avais pas bu », tu poses une sérieuse question. Quand un de tes collègues commence son rapport en disant « Je n'avais pas bu », et là, tu lis la suite du rapport, il dit ce qu'il raconte est incroyable. Finalement, tous les policiers de St. Catharines vont se passer le mot, et pendant une semaine à peu près, et là, il n'y a pas un appel, il n'y a pas une demande des témoins, c'est simplement une curiosité policière. Tous les jours, les policiers vont se rendre chez cette famille, et ils vont tous être témoins de manifestations tout à fait extraordinaires et pour lesquels ils vont remplir des rapports d'observation. Et bien sûr, dans plusieurs de ces cas-là, la possibilité de la fraude est à peu près exclue. Les policiers sont là, et la manifestation se passe dans une pièce alors qu'ils sont dans une autre, ou le phénomène se produit directement sous leurs yeux. Richardson me raconte à un moment donné, il dit, on est réunis au salon. Il dit, les parents ont fait venir un prêtre de l'église la voisine. Il y a une nonne qui est avec eux également. Il parle de cette situation. Il dit, dans le coin, il y a une espèce de gros fauteuil sur lequel est assis Peter, qui est l'adolescent de 10 ou 11 ans, qui est l'agent du poltergeist. Il dit, pendant qu'on est là, tous réunis au salon à parler, il dit, je vois le fauteuil sur lequel se trouve Peter s'envoler littéralement du sol. Il grimpe jusqu'au plafond et il va retomber lourdement sur le plancher. Et là, évidemment, le petit Peter, cul par-dessus tête, au-delà du fauteuil, il dit, écoute, la nonne et le prêtre se sont signés puis ont quitté la pièce. Ça montre à quel point c'était troublant, ces événements-là. Donc, est-ce qu'il y aurait pu y avoir manipulation dans le cas du poltergeist de St. Catharines? Je l'ignore, mais le compte-rendu des policiers, la façon dont les événements se sont produits, à mon avis, exclut à peu près la possibilité de la fraude. Ce qui est extraordinaire dans le cas du poltergeist de St. Catharines, c'est que éventuellement, la ville de St. Catharines, la communauté, le service de police de St. Catharines a été fusionné au service de police du Grand Niagara. Et là, tous les dossiers qui étaient archivés là-bas, qui n'étaient pas destinés à une poursuite judiciaire ou policière ou peu importe, ces dossiers-là ont été détruits. Mais les policiers impliqués dans cette histoire du poltergeist de St. Catharines, lorsqu'ils ont appris que les documents allaient être détruits, sont retournés aux archives et ont sorti leur propre rapport. Donc, tu t'imagines
aujourd'hui, l'aspect extraordinaire de la chose, nous avons aujourd'hui encore 40 ans après ces événements, 50 ans après ces événements, on a encore les rapports des policiers un à un de ce qu'ils ont rapporté avoir observé dans ce petit appartement du 237 Church Street. Il eût été de leur vivacité de réagir au moment où il y a eu cette fusion des services de police municipaux, ces dossiers-là seraient disparus et on n'aurait que leurs témoignages. Donc là, maintenant, on a des récits, on a leurs récits écrits dans les rapports de police que j'ai chez moi archivés et qui, pour moi, constitue une pièce tout à fait extraordinaire. Donc ça, c'était fantastique. Il y a plein d'autres cas comme ceux-là qui ont été relativement bien documentés, dont les événements ont été rapportés dans des conditions telles que la fraude est à peu près exclue. Et on est toujours à se demander quel est le mécanisme qui entraîne ces manifestations. C'est des phénomènes qui sont très mystérieux et qui, et pour l'instant, l'hypothèse dominante, c'est cette idée de phénomène psychokinétique involontaire, un peu comme à l'image de Carrie White, l'héroïne du roman de Stephen King, Carrie. Dans le film, lorsque les couteaux volent un peu partout, lorsque les objets se renversent, ce ne sont pas des esprits qui se manifestent, c'est Carrie, involontairement, qui, de par ses états d'âme, de ses états d'esprit, va provoquer des manifestations autour d'elle. Le phénomène de poltergeist, c'est exactement, selon l'hypothèse dominante en parapsychologie, c'est exactement de ça qu'il s'agit. Ça va en lien un peu avec la question de Samuel. Samuel mentionne, salut Christian et Yannick, vous avez parlé de télékinésie tout à l'heure ou la psychokinèse. Est-ce qu'il y a encore des tests à ce jour sur la télékinésie ou encore on a laissé ça dans l'air du temps, c'est-à-dire des années 50, 60, 70? Non, il y a encore des recherches qui sont faites dans ce domaine-là, la perception extrasensorielle. Est-ce qu'on peut influencer la matière par la pensée, donc le phénomène de psychokinèse ou de télékinèse? Mais malheureusement, c'est ce que je te mentionnais un peu en début d'émission, ces recherches-là, elles sont menées dans des cadres assez rigoureux de recherche académique par des scientifiques et sont publiées dans des magazines ou des périodiques qui sont destinés à une élite qui appartient au milieu de la parapsychologie. Et il n'y a pas de courroie de transmission. Donc, les recherches qui ont été menées la semaine dernière, ou il y a un mois, par des équipes de chercheurs en parapsychologie, que ce soit du côté de la Californie, la Neolink Institute ou la Stanford Institute, font des travaux de manière régulière sur les phénomènes de perception extrasensorielle. Ils s'en fait également en Europe, mais malheureusement, il n'y a pas de courroie de transmission, donc on n'est pas au courant de ça. Et comme on est un peu éloigné de l'âge d'or, parce que dans les années 60 et 70, qui était l'âge d'or de ces recherches en parapsychologie, où là, il y avait beaucoup de gens qui servaient de courroie de transmission. Il y avait des journalistes, il y avait des auteurs qui s'intéressaient à ces sujets-là. Ils publiaient. Donc, le public était au courant de ce qui se passait. Mais malheureusement, ces gens-là, ces porte-paroles de ces événements-là ou de ces recherches-là ont disparu aujourd'hui. Et ces recherches, comme elles sont boudées par une espèce de presse scientifique, les recherches se continuent, mais on n'en entend pas parler. Le fait de ne pas en entendre parler, ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas maintenues, qu'elles ne sont pas intéressantes, qu'elles ne sont pas rigoureuses, qu'elles ne donnent pas des résultats intéressants. Mais malheureusement, il faut plus de Christian Page, plus de Yannick Marceau pour en parler, pour que les gens sachent que ces recherches-là, elles continuent encore aujourd'hui. 20h59, après la pause, on aura la chance de parler avec Père Normand Bernier. Le poltergeist d'Actonville, c'est notre sujet de la soirée, mon cher Christian. Oui, absolument. Et écoute, on n'étirera pas davantage le plaisir. Je sais qu'il est en ligne. Alors, je voudrais accueillir le père Normand Bernier, qui a été l'un des témoins privilégiés de ces événements de 1969. Bonne soirée, père Bernier. Bien, bonne soirée à vous aussi. Écoutez, d'abord, je sais, je vais me répéter, mais un gros merci d'être avec nous ce soir pour nous partager vos souvenirs de ces événements extraordinaires qui remontent cette année à 50 ans. Donc, les années passent et pourtant, ce phénomène continue de susciter énormément d'intérêt. On me parle régulièrement de ces événements et comme vous avez été au centre de ces événements, on va essayer de refaire l'exercice qu'on avait fait il y a une quinzaine d'années maintenant, donc de revenir sur ces 3 soirées extraordinaires qui ont marqué ce début de 1969. D'abord, pour nous situer, là, Actonville en 1969, ça ressemble à quoi? Bon, c'était une ville industrielle et aussi il y avait des agriculteurs. Alors, c'était une petite ville, mais bien tranquille.
OK. Et quand on va parler de ces événements, donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai fait un peu un résumé des événements en début d'émission. Il y aura en fait, vous allez être 3 ecclésiastiques qui vont être témoins de ces événements-là. Vous êtes vicaire à ce moment-là à Acton Vale de mémoire. C'est ça. Alors, qui sont les autres ecclésiastiques qui sont avec vous, qui vont être témoins de ces événements et qui sont également, parce que ces événements vont se produire dans une petite maison modeste au coin des rues McClure et Saint-André. C'est la famille Saint-Onge, c'est Monsieur et Madame Saint-Onge, Silvio et Irène Saint-Onge. Qui sont-ils? Monsieur Saint-Onge, c'était le bédo de la paroisse. Et il était en même temps gérant du cimetière et fossoyeur au cimetière. Oui, c'est quand même, vous m'aviez dit à un moment donné, dans ces soirs qui vont suivre, il y aura monsieur Saint-Onge qui est là, il y aura également le directeur du salon funéraire. C'était en fait l'industrie de la mort qui était réunie chez les Saint-Onge. C'est à peu près ça. Je sais également, il y avait avec vous, durant ces 3 soirées, il y avait le père Bérard et le père Léveillé. Est-ce qu'on parle ici aussi que ce sont des vicaires d'Acton Vale à ce moment-là? C'est ça, on était 3. Et le premier soir des événements, c'est l'abbé Bérard qui a été appelé. Alors, okay. Il est allé tout seul ce soir-là. Le deuxième soir, il n'était pas au presbytère. C'est l'abbé Léveillé qui est allé. Et moi, comme j'étais pas au presbytère ces 2 soirs-là, j'y suis allé le 3e soir. Le 3e soir, on était tous les 3. Mais d'après ce qu'on m'a raconté, les 2 autres prêtres, ce sont sensiblement les mêmes événements qui se sont reproduits les 3 soirs. OK. Si on retourne à la première soirée, donc vous m'avez dit c'était monsieur l'abbé Bérard, et à ce moment-là, donc les Saint-Onge, ce sont quand même des gens, ce sont des paroissiens qui sont très impliqués dans la vie pastorale d'Acton Vale. C'est ça. Ils demeuraient à deux coins de rue de l'église, alors et puis ils étaient très impliqués à tous les jours dans le fond. Ils appellent au presbytère. Il faut également situer que dans ce contexte-là, ils ont la garde d'une fillette qu'on appellera pour les besoins de notre conversation simplement Guylaine. Donc, ils ont la garde de Guylaine et là, des manifestations se produisent. Donc, racontez-moi un peu, et pour les auditeurs, qu'est-ce que l'abbé Bérard va observer le premier soir et comment il se retrouve parachuté dans cette incroyable histoire? Ce qui est arrivé, c'est que l'abbé Bérard, c'est lui qui travaillait au bureau du presbytère ce soir-là. Et M. Saint-Onge lui a téléphoné vers 7 heures le soir. Il lui a dit, écoute, viens à la maison, il dit, il se passe quelque chose, il dit, c'est incroyable, il dit, j'en reviens pas. Donc, l'abbé Bérard, il est allé, et le lendemain matin, il m'a raconté comme ça que il y avait eu toutes sortes de phénomènes qui s'étaient produits, des bruits, des objets qui étaient déplacés, etc., etc. Alors moi, écoutez, je venais de me lever quand tu m'as raconté ça. Fait que je me suis dit, j'ai dit, toi, t'en as fumé du bon, il y a quelque chose. Vous m'avez dit que vous, à cette époque-là, vous étiez des 3 vicaires parce qu'il faut savoir que le curé d'Acton Vale était en congé à ce moment-là. Il s'était absenté, donc il était pas au presbytère. Vous m'avez dit, à ce moment-là, vous des 3, vous étiez le seul qui aviez une formation scientifique, et vous avez dit, si j'étais témoin de ça, je trouverais une explication. J'espérais, en tout cas. Ce qui n'était pas garanti. Moi, disons, j'ai toujours été sceptique face à ces choses-là. J'avais lu plusieurs choses qui étaient arrivées à différents endroits. Puis je me disais, ça, faudra que je le voie pour le croire. Ouais. Mais là, je l'ai vu le 3e soir. Racontez-moi avant d'arriver à ce 3e soir, parce que vous m'avez raconté des trucs qui étaient vraiment, franchement incroyables. Avant d'arriver à ce 2e soir,
il va y avoir cette deuxième soirée. Cette deuxième soirée, c'est le père Léveillé qui se rend sur place. Le père Léveillé que j'ai eu la chance de rencontrer là à l'époque quand on avait fait le dossier mystère, qui est décédé en 2011 malheureusement. Donc le père Léveillé se rend sur place et il est à son tour témoin des manifestations. Qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il raconte? Lui, ce qui l'a frappé le plus au départ, c'est que la table de la cuisine et puis les chaises se sont mis à danser alors qu'il n'y avait personne dans la cuisine. D'accord. Alors, ça faisait un drôle de bruit. Puis pour faire danser cette table-là et les 6 chaises qu'il y avait là, ça aurait pris au moins 8 personnes. D'accord. Mais il n'y avait personne dans la cuisine. Ouais, puis c'était... Alors, ça dansait tout seul. Et puis c'était quand même, j'ai vu les photos que vous avez prises à cette époque, c'était quand même une lourde table de cuisine avec des lourdes chaises. Là. C'était pas un... oui. C'était en bois, c'était en bois solide, là. Oui. C'était de la vraie menuiserie, là. Il y avait, le père Léveillé m'avait raconté, probablement qu'il vous en a parlé, lui était resté sur l'impression que la petite Guylaine était au centre de ces manifestations et principalement ce deuxième soir, confirmez-moi là, si vous a raconté la même chose, il me disait, j'avais l'impression que les manifestations s'étaient déclenchées à partir du moment où la petite Guylaine faisait ses travaux de catéchèse. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Maintenant, je suis pas sûr que ça ait un rapport, parce que le troisième soir, il n'y a pas été question de ça du tout. Le troisième soir, Guylaine ne faisait pas de travaux de catéchèse. Elle était couchée de bonne heure, et puis ça s'est produit quand même. Mm-hmm. Alors, ça ne garantissait pas là, qu'elle était le centre de l'attraction. Il y avait aussi, le père Léveillé m'avait raconté de curieux mouvements de ce cadre de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Ah oui, ça c'était un grand cadre, là. Et puis, quand un cadre se décroche, le crochet tombe, le cadre tombe directement au pied du crochet à terre. Hein? Oui. Alors, celui-là, il a pris son envol, il a fait à peu près 5-6 pieds, il est allé se fixer à la poignée de la porte. Ça, c'est assez bizarre. Ouais. Alors, Mme Saint-Onge a pris le cadre à la poignée de la porte, elle l'a placé du long du mur en arrière d'une chaise. Elle dit comme ça, il ne sauvera pas. Mais la corde s'est mal dansée en arrière de la chaise. Ça personne n'y touche, là. Ouais, c'est quand même incroyable. Ouais. À l'époque, moi, quand j'avais parlé avec le père Léveillé, il me disait, bon, le fait qu'il y avait le cadre de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui s'offrait comme ça des vols planés dans la pièce, il y avait pour lui le fait que la petite Guylaine les manifestations avaient débuté alors qu'elle faisait ses travaux de catéchèse. Il est fortement demeuré. Moi, je me rappelle la conversation qu'on avait eue avec lui. Il avait une tendance à associer beaucoup le malin à ces manifestations. Avez-vous eu, vous, cette impression? C'est un fait que lui, c'était son opinion. Mais pour moi, il y avait beaucoup d'autres possibilités aussi, là. Ouais. Puis moi, je me suis toujours dit, est-ce le malin, est-ce un esprit mauvais, est-ce un fantôme, quoi? En tout cas, il s'est pas présenté. Alors moi, je n'ai pas de preuve que c'est ça. Ouais. Et là, on arrive dans le vif du sujet. C'est le 3e soir. Monsieur Saint-Onge téléphone à nouveau parce que ce qui est quand même assez extraordinaire, les manifestations se produisant en soirée, elles débutaient presque sur le coup de 19h et s'arrêtaient aux alentours de 22h30, 23h. C'est ça. Et le 3e soir, là, vous êtes directement impliqué. Monsieur Saint-Onge appelle au presbytère et c'est là, vous. Nous sommes tous les 3 au presbytère. Oui. Les 3 vicaires, on est là. Alors on dit, on y va. Ouais. Monsieur Saint-Onge, si je me rappelle bien, vous m'avez dit, il vous a appelé et vous lui avez demandé ce qui se passe. Il vous a répondu, le diable est dans la cabane. Exactement. Ça présupposait peut-être. Et là, vous vous rendez sur place. Et là, vous êtes à votre tour témoin. Racontez-nous pour... Bon,
C'est un plaisir pour moi de le réentendre, mais pour les gens qui sont à l'écoute ce soir, c'est la première fois. Quelles sont les manifestations auxquelles vous avez été les témoins? Et je pense principalement à cette histoire de salle de bain qui était quand même pas piquée des verres. Justement, en entrant, moi, je suis allé voir la petite fille qui était assise dans la cuisine. Puis je lui ai dit comme ça pour essayer de la calmer. Puis je la connaissais parce que je faisais de l'animation aux écoles primaires. Alors, je lui ai dit comme ça. J'ai dit, écarte-toi pas, c'est un petit joueur de tour, on va le trouver. Mais tout de suite, en même temps, dans la salle de bain, un vacarme assourdissant, c'est qu'il y avait des grandes brosses avec des manches de bois qui étaient fixées au mur avec des crochets. Et là, les brosses en question battaient le mur. Oui. Personne n'était dans la salle de bain, là. Oui. Et après ça, il y a eu comme, je sais pas... comme quelqu'un qui a passé la main sur une étagère et les bibelots sont tous ramassés au sol. Là. Oui. Et là, vous avez été témoin d'une histoire de pirouette avec une table en métal qui était dans la salle de bain. Oui, c'est ça. Disons, je me rappelle un peu moins là, de cet événement-là, là. Mais oui, il y a eu ça, là. Exactement comment c'est arrivé, là, je me souviens pas trop. Ça fait quand même 50 ans. Oui. Vous me disiez qu'il y avait cette table pliante avec un couvercle là, en aluminium, une petite table en aluminium pliante, et elle avait fait comme une espèce de pirouette pour se retrouver dans le bain. Oui, c'est vrai, c'est ça, oui. Dans le bain avec une coupe de bibelots là, qui avait été sortie sur la tablette. Oui. Ce qui est important ici, je pense, pour le besoin des auditeurs, et vous allez me le préciser, lorsque les manifestations se produisaient, elles ne se produisaient pas essentiellement dans la pièce où se trouvait la petite Guylaine. Donc, il y avait d'autres pièces. Bon, je me rappelle un incident que vous m'avez raconté, un autre également que m'avait raconté le père Léveillé, l'histoire des draps qui se roulaient sur les lits ou les vêtements qui étaient sortis des placards ou des armoires et dans ces pièces, il n'y avait personne. Les gens étaient réunis au premier étage de la maison. Il faut savoir qu'on a une maison à 2 étages. Les gens étaient réunis au premier étage. Et là, voilà que des manifestations se produisaient dans des chambres du haut où il n'y avait personne. Et racontez-moi ces histoires. Quelque chose de très important, là, c'est que ça ne se passait jamais dans une pièce où il y avait quelqu'un. D'accord. Ni Guylaine, ni quelqu'un d'autre, là. Racontez-moi... Par exemple, à un moment donné, on était tous assis au salon et puis on entend un vacarme au 2e étage. On monte au 2e étage, puis là, il y a un lit qui s'est mis à danser. Et ça qui faisait le bruit, il dansait, le lit. Personne n'y touchait. Puis ensuite, les draps se roulaient, se déroulaient sans que personne n'y touche, là. Entre toi et moi, là, on était plutôt estomaqués. En fait, c'est ça. Donc, l'image pour les gens qui nous écoutent, les draps se roulaient, se déroulaient, un peu comme les stars, hein, comme quand on tire un star et on remonte le star, il se roule de lui-même. Là. C'était ça qui se produisait. Avec le star aussi, avec une toile de fenêtre, là. Oui. Elle s'est mise à monter par descendre toute seule. Là. Monte, descend. C'est arrivé aussi, ça. Puis, vous me disiez que les vêtements étaient sortis également des penderies et des bureaux. Oui, il y en a eu de ça, oui. Disons que c'est peut-être un des événements parmi les plus mineurs qu'on a eu. Ouais. Il y avait, j'ai vu les photographies que vous avez prises lors de ces événements-là. C'était quand même assez violent. Je me rappelle, il y a une photo où on voit une espèce de petit meuble qui a littéralement été éventré. Hein. Il a été renversé et littéralement éventré. Oui. On était assis dans le salon. On jasait de ce qui se passait. Et puis, à un moment donné, ce petit meuble-là a sorti de la chambre voisine où il n'y avait personne. Puis il est venu s'écraser sur le mur du salon. Ça veut dire... il y a aussi... L'entité qui a poussé ce meuble-là, il ne s'est pas présenté non plus. Ouais. Il l'a poussé avec force aussi.
Oui, en passant. Ouais. Quand vous étiez réunis, bon, il y a le troisième soir, hein, il y a l'abbé Bérard, l'abbé Léveillé, il y a vous, il y a également monsieur et madame Saint-Onge, il y a la petite Guylaine, hein, qui visiblement est au centre. Il y a le fils de M. Saint-Onge aussi. Oui, le fils de M. Saint-Onge est là. Et est-ce que à un moment donné ou à un autre, est-ce que vous avez eu l'impression que quelqu'un, quelque part dans la maison, aurait pu être le responsable de ces manifestations? Je parle ici là, en termes de fraude. Là. Quelqu'un aurait pu vous manipuler, vous tromper en renversant les meubles ou en faisant quoi que ce soit. En regardant bien comme il faut, là, le lit qui s'est mis à valser, puis la table de cuisine, puis les chaises, il n'y avait absolument rien qui pouvait provoquer ça. Mm-hmm. Il n'y avait pas de trucs, de cordes, de quoi que ce soit, là. Et le reste de la maison ne bougeait pas. Ouais. C'est pas un tremblement de terre, là. Rien qui bougeait. Il y avait seulement ça qui bougeait. D'accord. Je comprends pas comment quelqu'un aurait pu truquer ça. Ouais. À un moment donné, on est toujours ce troisième soir, donc on a parlé les meubles qui bougent, qui sont littéralement lancés sur les murs, les vêtements qui sont sortis des penderies et des tiroirs. Il y a ce cadre de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui fait des vols planés. À un moment donné, il y a un contexte d'ailleurs qui va beaucoup marquer le Père Léveillé en cette troisième soirée. Vous êtes réunis dans le salon et vous décidez de faire une prière avec les Saint-Onge. Et là, il y a un événement particulier. Guylaine participe à cette prière et il y a un événement particulier qui va se produire et qui va un peu conforter le Père Léveillé dans sa croyance qu'il s'agit du malin. Et racontez-moi ce qui se passe. Disons là que ma mémoire me fait un peu défaut, là. Si je me rappelle bien, ça serait peut-être un chapelet qui aurait été arraché des mains puis qui aurait volé, là. C'est exactement ce que me racontait le Père Léveillé. Donc, vous êtes réunis. Je vais essayer d'aider votre mémoire un peu, là. Vous me corrigerez, là. Vous êtes réunis au salon et le Père Léveillé me dit à un moment donné, on est tous là, Guylaine est là et elle tient dans ses mains un chapelet et à ce moment-là, le chapelet lui est littéralement arraché des mains et lancé sur le mur. Ah, c'est ça. Et je comprends que pour le Père Léveillé, qui depuis la veille était persuadé qu'on était en présence d'un esprit maléfique, ça ne fait qu'ajouter à sa conviction. Ça apportait de l'eau au moulin. Comment ces manifestations-là se sont-elles finalement arrêtées? Tout simplement comme ça a commencé. Le troisième soir, on était là au salon, puis à un moment donné, il ne se passait plus rien. Alors, on est retourné chez nous, puis ça n'a pas recommencé. D'accord. Quand j'ai raconté une anecdote qui est assez drôle, après ça, deux soirs plus tard, il y a un policier qui m'appelle, j'étais aumônier des policiers. Alors, il m'appelle, puis il me dit, est-ce que ça te tente de te faire une ronde de police ce soir? Ben, j'ai dit oui. Il dit, je m'en vais te chercher, puis on va faire la ronde dans la ville. Fait qu'il vient me chercher. On fait le tour de la ville, et puis là, on part à lire tous les deux. Partout où les gens étaient couchés, la lumière allumée. Alors, il y en a que ça avait marqué. Oui, parce que moi, je me rappelle, Père Bernier, quand j'ai fait la première fois qu'on s'était rencontrés, là, donc à votre église Saint-Luc, à Granby, oui. J'étais passé à Actonville, j'avais fait ce qu'on appelle une enquête de voisinage, donc discuter avec les gens. Et on voyait que c'était une histoire, même si à ce moment-là, il y avait quand même 35 ans que c'était écoulé, les gens d'Actonville se rappelaient de cet événement-là. C'est un événement qui a marqué l'imaginaire local à Actonville, cette affaire-là. Oui. Et oui, d'autant plus qu'il y a eu plusieurs témoins. Oui, donc c'est ça, à un moment donné, on se retrouve dans cette petite maison, quand même très modeste, cette petite maison, on se retrouve à un moment donné, il y a une dizaine de personnes qui sont réunies dans la maison, là. Ah, c'est ça. Alors, il y a plusieurs témoins. S'il y avait eu seulement une personne qui avait été témoin, ben là, il aurait peut-être dit la même chose que j'ai dit à l'abbé Bérard, elle a fumé du bon.
Dites-moi, Père Bernier, il y a un élément intéressant dans cette histoire-là. Ben, il y a beaucoup d'éléments intéressants, mais il y en a un en particulier, c'est le retour du curé dans la paroisse. Donc, vous lui confiez, vous trois, les aumôniers, vous lui confiez ce dont vous avez vu, ce dont vous avez été les témoins, et lui, visiblement, n'a pas été très ébranlé par votre discours. Non, parce que lui, c'est un gars qui lisait beaucoup. Alors, il nous a sorti un dossier avec plusieurs articles de phénomènes paranormaux qui s'étaient produits un peu partout à travers le monde. Oui. Alors, il y en avait un plein dossier. Il m'a dit, écoutez, si vous voulez vous faire une idée, lisez ça, il y en a pour tous les goûts. Puis, il y en avait beaucoup d'articles. Donc, vous avez découvert que ce dont vous aviez été les témoins, c'était des phénomènes qui s'étaient produits ailleurs. Donc, vous vous êtes un peu familiarisé avec le phénomène du poltergeist à ce moment-là. Oui, c'est ça. C'était... Oui, vas-y. J'allais vous dire, est-ce que vous savez ce qu'est... Parce que, bon, je connais la réponse, mais c'est mieux de l'entendre de votre bouche. Qu'est-ce qui est devenu, après ces événements-là, qu'est-ce qui est devenu de la petite Guylaine qui a été un peu au centre des manifestations, même si on n'a absolument rien qui permet de croire qu'elle ait joué quelque rôle que ce soit? Là? Moi, je l'ai rencontrée à peu près, je dirais, 20 ans plus tard. À un moment donné, j'étais entraîneur au hockey d'une équipe de Granby. On était allé à un tournoi midget à Actonville. Et puis, à un moment donné, pendant que je regardais la partie précédente à la nôtre, il y a un jeune couple qui est approché à côté de moi. Le garçon, je l'ai reconnu. Et puis, il m'a dit, est-ce que tu reconnais ma copine? J'ai dit non. Alors, il me dit son nom. Alors, c'était Guylaine. Et puis, tout en jasant comme ça, je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce qu'il s'est produit d'autres choses dans ta vie comme ça? Elle m'a dit que non, il n'y avait rien ni d'autre. D'accord. Donc, les phénomènes, et à partir du moment, après cette troisième soirée, est-ce que Guylaine, c'est une question comme, est-ce que Guylaine était depuis longtemps sous la garde des Saintonge, et est-ce que Guylaine est demeurée sous la garde des Saintonge après ces événements? Oui, elle est restée là un certain temps. C'est que ses parents avaient des heures de travail là, qui faisaient en sorte que le soir, elle devait aller ailleurs, là. Oui. Alors, je ne sais pas au juste là comment ça s'est terminé, ça. D'accord. Et vous, après ça, donc, vous étiez vicaire à Actonville. On le sait, on l'a mentionné en début d'entrevue. Les Saintonge, ce sont des gens impliqués dans la vie pastorale. Donc, omniprésents un peu à l'église, tout ça. Et bon, il est bedeau et fossoyeur en même temps, ce monsieur Saintonge. Est-ce qu'il vous est arrivé de reparler de ces phénomènes avec lui? Et est-ce qu'il vous a confié si d'autres phénomènes s'étaient produits, même sans être sur une base régulière? Est-ce que d'autres phénomènes ont été observés dans cette petite maison du boulevard Saint-André? On en a parlé à quelques reprises, puis il m'a toujours dit qu'il n'y avait pas eu d'autre chose. D'accord. Et là, maintenant, avec le recul, à part moi qui vous harcèle pour en parler, vous tirez quoi un peu, le souvenir de ces événements-là? Vous avez sûrement réfléchi à tout ça, ça fait 50 ans. Et est-ce que quelque part, vous avez trouvé une explication pour essayer de justifier ce qui s'est passé? Au niveau des explications, moi, j'en ai pas tellement parce que, comme je vous disais tout à l'heure, appelons ça l'entité qui a fait ces phénomènes-là ne s'est pas présentée. Alors, c'est assez difficile de dire c'est un fantôme, c'est un esprit malin, c'est le démon. Je peux vraiment pas le dire avec certitude. D'accord. Et les gens autour de vous, parce que bon, l'abbé Bérard, le père Léveillé, l'abbé Léveillé sont également au courant de ça, mais après ça, vous avez tenu ministère ailleurs. J'imagine qu'en privé, vous étiez le père Normand Bernier qui a vu le poltergeist d'Actonville. Alors, comment ça se passe dans le milieu? Je comprends que c'est un milieu qui est quand même fermé, le milieu ecclésiastique, mais j'imagine qu'avec d'autres confrères, on a dû aborder un peu le sujet avec vous. Oui, puis même quand je suis parti d'Actonville en 72, je suis allé travailler dans une école polyvalente à Granby. Et puis, il y a des jeunes qui m'en parlaient à la polyvalente. Et puis, quand je leur racontais ça, ils disaient,
toi, on te croit, mais c'est un autre qui l'avait raconté. C'est pas sûr qu'on le croirait. Ben, écoutez, Père Bernier, ça me fait énormément plaisir d'avoir discuté encore avec vous ce soir. Ce fut révélateur. Et j'ai retrouvé le même plaisir que j'avais eu lorsqu'on s'était rencontrés la première fois en 2005 à partager ces souvenirs. Et j'espère que les auditeurs auront eu autant de plaisir que moi à vous entendre raconter ces histoires. Ce fut un très, très grand plaisir pour moi. Encore merci d'avoir accepté de partager vos souvenirs avec nous. Mais vous, avec toute votre expérience, là, oui. Qu'est-ce que vous pensez qui a causé ça? Ah, il se pose encore des questions après tout ce temps, hein, Christian? Oui, absolument. Je dois vous avouer, Père Bernier, que je ne l'ai pas l'explication. Ce que je trouve extraordinaire dans votre histoire, bien sûr, il y a la qualité des témoins, il y a le nombre des témoins, mais malheureusement, comme dans bien des cas de poltergeist, donc dans le cas du poltergeist d'Acton Vale, et je l'ai mentionné à plusieurs reprises ce soir dans le cadre de l'émission, dans bien des cas de poltergeist, on peut difficilement exclure à 100% la possibilité d'une manipulation volontaire ou de la fraude. Dans le cas d'Acton Vale, je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que vous m'avez raconté, ce que le Père Léveillé m'a raconté, ce que d'autres témoins qui étaient là ces soirs-là ont observé, me permet à moi, avec une très bonne assurance, d'exclure la possibilité de la fraude et de la manipulation, comme dans quelques autres cas rarissimes. Et à partir de là, je dois vous avouer que je n'ai aucune explication à vous proposer. J'exclus la possibilité du diable ou d'un revenant désincarné, mais au-delà de ça, je n'ai absolument aucune explication à proposer. Et je vis bien avec ça. Je dois vous avouer que je vis bien, j'ai pas d'explication et qui sait, peut-être la science nous en donnera-t-elle dans 15, 20 ou 30 ans, mais pour le moment, je n'en ai pas et je reste ouvert à toutes les possibilités d'explication. Et Père Bernier, juste pour tirer la pipe un peu à Christian, il y a des auditeurs qui mentionnent qu'enfin Christian Page n'a pas d'explication pour quelque chose. Oui, c'est la mauvaise réputation qui me suit. Écoutez, je me perds à me répéter, mais encore une fois, Père Bernier, merci beaucoup d'avoir partagé ces souvenirs avec nous. Ben, ça m'a fait plaisir. Merci, bonne fin de soirée. Ouais, bonne fin de soirée à vous. Au revoir. Radio X. 21h39, je vous rappelle que le sujet de la soirée, c'est le poltergeist d'Acton Vale. Vous venez d'entendre juste avant la pause l'entrevue du père Normand Bernier qui était avec Christian Page. Et Christian, j'étais en train de réfléchir à tout ça. Moi qui considère que lorsqu'on meurt, ben, c'est bel et bien terminé, il n'y a absolument plus rien. D'être témoin de ce genre de phénomène-là, ça remettrait en doute toutes les convictions que j'ai. Dans le sens où j'ai pas l'impression que la vie après la mort peut exister, mais comme il y a eu plusieurs témoins de ce genre d'événement-là, je me dis, ça peut pas être une hallucination collective. Non, ici, écoute, je suis vraiment comblé que le Père Bernier ait accepté de raconter cette histoire-là, parce que moi, quand il m'avait raconté ça en 2005, 2004 ou 2005, on avait longuement parlé. Je me suis retrouvé avec lui pendant 2 heures. On a élaboré autour de ça. Il y avait les photographies qu'il m'a données. Écoute, les photos sont spectaculaires. Là. Oui. Les draps qui roulent puis qui se déroulent. J'ai une photo de ça. C'est un peu renversant. Il se roule pas de haut en bas, mais de gauche à droite. Hein, donc sur le sens de la longueur qui se roule. Et quand il parle du lit qui sautille, écoute, je reprends un peu le discours qui est dit. Ils sont au salon, ils entendent ce vacarme, on monte et là on voit le lit, ils sont dans la porte de la chambre, il y a personne dans la chambre et là le lit c'est un lit avec des gros montants en acier. Parce que on est dans les années 60, là, donc tu t'imagines un peu le lit là, avec la tête de lit, le pied du lit qui sont en gros fer, en gros métal, et ça sautille sur le plancher. C'est quand même très impressionnant. Et comme il l'a bien mentionné, à plusieurs reprises, sinon dans la presque totalité des événements, donc porte d'armoire qui s'ouvre, le cadre de Notre-Dame du Perpétuel Secours qui flotte dans la pièce, les meubles qui sont renversés. Certains sont renversés avec violence, hein, il l'a mentionné. Et je les ai vus, les photos, Yannick. Là, la photo du meuble qui est lancé sur le mur, qui est éventré. Là, quand j'ai vu ça, j'étais tabarnouche. C'est quand même... Puis là, il me racontait ça. Il dit, le meuble est sorti de la pièce. Je langue sur le mur. Puis là, il a comme éclaté sur le mur, là, tu sais, devant les témoins, là. Ce sont des événements qui sont incroyables. Et
là, comme le dit l'expression, on le tient de la bouche du cheval. Hein. C'est lui-même qui le raconte. Il était là. J'ai eu la chance, lorsque j'ai enquêté sur cette affaire-là, quand j'ai repris les rênes, ces événements-là pour le besoin de dossier mystère, je retourne donc à Actonville, je rencontre des gens qui avaient côtoyé les Saintonge, qui avaient côtoyé les prêtres à ce moment-là, les vicaires. Et ces gens-là avaient tous à peu près le même discours. Hein. Bon, évidemment, l'histoire se raconte dans le village. Il y a l'effet du téléphone arabe. Hein. Donc, bien sûr, les gens, plus ils sont éloignés de l'épicentre, c'est le témoin qui a vu le témoin, qui a vu le témoin qui raconte l'histoire. L'histoire s'amplifie, l'histoire devient plus belle. Et je le dis souvent, le b.a.-ba d'un bon enquêteur, c'est de retourner aux témoins originaux. Pas l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours, là. Celui qui l'a vu, l'ours. T'sais. Et j'ai eu la chance d'en rencontrer plusieurs de ces gens-là qui étaient ce soir-là dans la maison des Saintonge. Ils me racontent tous des histoires qui sont absolument extraordinaires. Et là, on a entendu le père Bernier le raconter, même si, avec le temps, bien sûr, la mémoire s'embrouille, tout ça, on le voit, il garde des souvenirs moins vivaces. Mais bon, on a encore des grands éléments, là. Il retient encore les grandes lignes de ça. Et c'est fascinant d'écouter ce récit-là, même après 50 ans. Ce qui est frustrant dans l'affaire du poltergeist d'Actonville, c'est que les manifestations ont duré trop peu de temps pour pouvoir élaborer la moindre hypothèse. Hein, tu vois, on a placé beaucoup cette Guylaine, cette petite fillette là, de 7 ou 8 ans, on l'a placée au centre des manifestations. Mais objectivement, on le sait pas si elle a joué un quelque rôle, tu comprends? Elle était là avant, elle est demeurée là une semaine ou deux après. Les parents sont allés la chercher le lendemain, mais après, dans les semaines qui ont suivi, ils l'ont confiée quand même à la garde des Saintonge. Et il n'y a pas d'autres manifestations qui se sont produites à ce moment-là. Est-ce que c'est simplement un hasard qu'au moment où elle commence dans la deuxième soirée ses travaux de catéchèse, le père Léveillé qui est là voit des manifestations se produire au même moment, il va attribuer ça au diable, mais il n'y a pas moyen de vérifier ça. C'est peut-être simplement une simple coïncidence, comme l'a si bien mentionné le père Bernier. Donc, on n'a pas pu élaborer une hypothèse, essayer de vérifier cette hypothèse. Les apparitions ont commencé, les manifestations, devrais-je dire, ont débuté spontanément en cette soirée du 6 janvier 1969. Elles débutent spontanément aux alentours de 19h et elles s'arrêtent toujours vers 22h, 23h. Et encore une fois, c'est une curiosité. Pourquoi elles débutent à 19h? Pourquoi elles s'arrêtent à 22h, 22h30? On le sait pas. C'était comme ça. Ce qui est frappant aussi dans l'affaire du poltergeist d'Actonville, hein, on n'a pas l'impression qu'il y ait la moindre manifestation d'ordre intelligente. Hein. Il y a pas les coups sont pas ordonnés, il y a pas de communication, il y a pas de message. Tout ça est brut, tout ça est sauvage. Ce ne sont que des manifestations entre guillemets destructives ou violentes, meubles lancés sur les murs, tables qui se renversent, etc. Donc l'aspect frustrant des manifestations d'Actonville, trop courte pour pouvoir élaborer la moindre hypothèse et pouvoir vérifier l'hypothèse. Et c'est également ce qu'on retrouve dans un très grand nombre de cas de poltergeist. Le fait que ces manifestations ont une courte pérennité dans le temps, il est à peu près impossible de pouvoir mener une investigation exhaustive. Le temps que les enquêteurs soient informés, qu'on arrive sur place, qu'on élabore une hypothèse et qu'on essaie de la documenter, les phénomènes se sont arrêtés. Et à l'image de plein d'autres cas de poltergeist, le poltergeist d'Actonville ne répond pas à aucun critère dit intelligent. Donc, si c'était une entité, hein, si on reprend l'hypothèse spirit qui voudrait que ce soit une entité, une hypothèse à laquelle je n'adhère pas, mais bon, mentionnons-la parce que, bon, on va dans tous les sens, puis on reste ouvert à tout. Si c'était une manifestation de type spirit, la manifestation en question n'a pas laissé quelque message que ce soit, elle n'a pas agi de manière à ce que ce soit particulier. Ce qui est différent je te dirais même d'ailleurs, Yannick, que dans les cas de poltergeist, je ne connais à peu près qu'un seul cas de poltergeist où il y a définitivement une volonté intelligente derrière les manifestations. Et ces manifestations, c'est une histoire de poltergeist qui nous ramène en 1973 dans une petite commune en France qui s'appelait La Machine. Le nom du village, La Machine, vient du fait que c'était
c'était une ville ouvrière où on faisait de l'extraction de charbon et on avait une énorme machine qui servait justement à l'extraction de ce charbon, qui était aux mines de charbon. Et donc, la petite communauté s'est développée, une petite communauté là, de travailleurs qui s'est développée, un peu comme ici, là, on a des villes qui se sont développées autour des mines, asbestos et tout ça. Ben là, cette ville de la machine, qui tient son nom de cette machine, ben la petite communauté de la machine s'est développée avec cette extraction du minerai, mais là, en particulier, c'était du charbon. Dans une petite maison ouvrière, en 1973, des manifestations de type poltergeist se sont produites. Et ces manifestations, il y avait un petit garçon dans ces lieux qui s'appelait Dominique. Et le fantôme, entre guillemets, appelons-le comme ça, parlait avec Dominique. Mais il parlait en répondant par des nombres de coups dans les murs. Et crois-le ou non, Yannick, les autorités policières ont été informées de cette histoire. Elles se sont rendues sur place. Les policiers ont enregistré leur communication avec l'esprit du mur. Donc, c'est le mur qui parle et le mur parle aux policiers. Les policiers disent, OK, ils demandent à Dominique, Dominique, parce que là, l'enfant est sous les yeux des policiers. Il dit à Dominique, demande au fantôme combien il y a de balles dans mon pistolet. Le policier lui-même ne le sait pas, là. Donc là, l'enfant dit, et sur les enregistrements audio, on entend le jeune Dominique, son petit garçon de 11 ans qui dit « Fantôme, combien y a-t-il de pistolets, combien y a-t-il de balles dans le pistolet de l'agent Guibault? » Et là, on entend 5 coups frappés sur le mur. Le policier sort le chargeur de son arme. Il y a effectivement 5 balles dans le chargeur. Et là, on a définitivement l'impression qu'une communication... Le fantôme va jusqu'à donner les chevaux qui vont gagner au tiercé du vendredi soir. Alors, écoute, et tout ça est enregistré par l'un des policiers qui est sur place avec un magnétophone, une communication de très, très bonne qualité. Et je te l'annonce, Yannick, tu t'en doutes, j'ai les enregistrements audio des policiers. Et l'un des enquêteurs à l'époque, en 1973, c'était Yves Lignon, le parapsychologue français Yves Lignon, qui avait enquêté là-dessus, qui avait rencontré les policiers, qui avait rencontré la famille du jeune Dominique. Et j'ai parlé avec Yves Lignon récemment, et on fera également une émission spéciale sur le poltergeist de la machine, un poltergeist qui sort du cadre habituel des cas de poltergeist. Et oui, restez à l'écoute, messieurs et mesdames, parce que je vais vous faire entendre les enregistrements des policiers du poltergeist de la machine. Ça va venir là, probablement immédiatement après les fêtes. Là, Yannick, on se fera une émission spéciale sur le poltergeist de la machine, un peu comme on a fait ce soir avec le poltergeist d'Actonville. Et le poltergeist de la machine a cette qualité qu'on retrouve pas dans le poltergeist d'Actonville, cette espèce de qualité intelligente. Et j'avoue, là, il faut bien la mettre à un moment donné, J'avoue que ça m'a renversé. Le poltergeist de la machine vient pour moi un peu briser toute la mécanique. Et je le dis, je suis pas de ceux qui croient aux revenants, je crois pas trop aux fantômes, je crois pas trop à la vie après la mort. Mais dans le cas présent, j'ai peine à croire que le petit... Bon, il est clair que la fraude est exclue. Dans le cas de Dominique et le poltergeist de la machine, le mur qui frappe, le mur où la manifestation se produit, c'est un mur qui sépare la chambre des parents de la chambre de Dominique. Il n'y a que cette cloison et les policiers, lorsqu'ils enquêtent sur cette affaire-là, lorsqu'ils vont enregistrer les manifestations, ils sont devant le mur, c'est-à-dire ils sont comme entre les deux portes. Ils ont en même temps, ils voient en même temps la chambre des parents et la chambre de Dominique. Et Dominique est assis sur son lit avec sa mère. Il est à peu près à 2 mètres du mur lorsque le mur se met à cogner et ça cogne bien et ça cogne des nombres très précis. Ce n'est pas aléatoire. Et j'avoue que ce cas-là vient un peu me dérange quelque part parce que moi qui ne crois pas aux fantômes, et j'ai peine à croire que Dominique fait preuve ici de clairvoyance en devinant les chevaux qui vont sortir au tiercé, ou encore le nombre de balles qu'il y a dans le pistolet des gendarmes, ou combien il y a de policiers à la brigade. Il y a des histoires qui sont tout à fait incroyables. Cette histoire-là
est très dérangeante. Le poltergeist de la machine, c'est un cas, en fait, c'est le corbeau blanc des cas de poltergeist. Hein. C'est vraiment le cas spécial où là, non seulement on a un cas de poltergeist, mais on a également une manifestation de type très intelligente, à tout le moins qui manifeste une forme d'intelligence, ce que l'on n'a pas dans les autres cas de poltergeist. Mais bon, je ne veux pas en dire plus. Yves Lignon, qui était sur place en 1973, qui a été témoin de ces manifestations-là, qui a rencontré les policiers, qui a rencontré les gendarmes, qui a rencontré le petit Dominique, qui a longuement parlé avec Dominique, la famille de Dominique, sera avec nous pour lui aussi nous partager ses souvenirs, mais pas seulement ses souvenirs, mais également son expertise en tant que parapsychologue. Et tu vas voir que c'est vraiment un cas exceptionnel, le cas de la machine. Donc ça, on reviendra avec ça, mais simplement pour dire que dans le cas de la machine, il est très différent des autres cas de poltergeist, qui, comme à l'image du cas d'Acton Vale, sont généralement des manifestations qui sont un peu sans suite, qui semblent pas nécessairement témoigner d'une forme d'intelligence. Ce sont des manifestations brutes qui se produisent de manière tout à fait aléatoire. Parfait. Il nous reste environ 3 minutes pour s'amuser. Je te laisse le choix entre OVNI au-dessus de Washington ou encore Scan Pyramids. Ben, écoute, on est, puisqu'il nous reste très peu de temps, il y a quand même il y a eu de très, très bonnes actualités cette semaine dans la presse, mais je vais te parler de l'OVNI au-dessus de Washington parce que j'ai trouvé ça assez spécial. On est mardi matin dernier, là, donc il y a 3 jours. Il est 8h30 et il faut savoir que depuis les événements du 11 septembre 2001, il y a un système de police spécial qui s'est développé à Washington qui s'appelle la police du Capitole. Ces gens observent à la fois le trafic aérien et le trafic routier. Et évidemment, ils sont chargés de s'assurer qu'il n'y a pas d'activités qui paraissent un peu louches. Et là, voilà que 8h30, mardi matin, sur des radars, ils observent l'apparition d'un phénomène d'une masse qui se dirige assez lentement vers la Maison-Blanche. Et là, bon, vérification en radar secondaire, pas d'écho sonore, pas d'écho radar, mais en écho primaire premier, on a effectivement cet écho sonore, cet écho radar. Alors, ça ne peut pas être un avion, ou si c'est un avion, le pilote a volontairement coupé le transpondeur. Et là, ben évidemment, c'est assez inquiétant parce qu'il faut se rappeler que dans les événements du 11 septembre 2001, les pirates de l'air avaient effectivement coupé les transpondeurs. Alors là, évidemment, c'est un peu le branle-bas de combat. Il faut également savoir que si on approche à 30 000 de la Maison-Blanche ou du Capitole, on est immédiatement en position d'alerte. Et si on approche de 15 000, alors à ce moment-là, il y a un verrouillage, ce qu'on appelle un lockdown. Alors, mardi matin, 8h30, cette masse apparaît sur les radars de la police du Capitole. On vérifie avec les aéroports locaux. Il n'y a aucun appareil, aucun avion dans le secteur. Il n'y a que cet écho. Il n'y a pas d'observation visuelle. Mais l'écho, il est bien là. Alors, immédiatement, on informe les autorités du Capitole. Il y a à ce moment-là une restriction qui est faite pour l'accès au Capitole. Et le président est mis de côté, c'est-à-dire que là, il y a pour la Maison-Blanche, comme c'est très particulier, il y a immédiatement un lockdown et le président Trump a été mis en sécurité. Là. Donc, on s'imagine qu'il a probablement été amené au bunker ou quoi que ce soit et l'objet continue d'avancer sur la Maison-Blanche. Et puis voilà qu'il va passer et disparaître de l'écho des écrans radars. À ce moment-là, on a même envoyé des avions. On a envoyé des avions de la Garde nationale. On a envoyé également des hélicoptères de la Garde côtière. Ils n'ont rien observé dans le secteur. La NORAD a immédiatement émis un communiqué, d'abord un tweet en disant sur Twitter en disant c'est un aéronef non identifié. Ils ont ensuite effacé leur tweet pour dire on le sait pas trop. Et au moment où on se parle, donc tout ça se passait mardi matin, ça a duré à peu près 1 heure, la présence de cet écho radar non identifié. Et éventuellement, donc, l'objet a disparu sans qu'il y ait eu observation visuelle. Et là, on ne sait pas trop ce que c'était. Les autorités parlent, est-ce que c'était un drone? Est-ce que c'était une volée d'oiseaux très compacts qui serait apparue sur les écrans radars? Ouais. Est-ce que c'était un drone? On ne le sait pas trop. Il faut savoir que le système utilisé pour la détection radar, c'est un système qui est relativement nouveau, qui est le système Sentinelle. Et jusqu'à maintenant, aucun de ce système-là n'a jamais été trompé par des vols d'oiseaux, ni par des drones, ni par des ballons.
ballon. Un deuxième coït non interrompu ce soir, Christian. Ben oui, donc c'est la première fois donc depuis la mise en place du système Sentinelle. Oui. Si c'est réellement une volée d'oiseaux, ben c'est la première fois que le système Sentinelle se fait duper par des oiseaux. Mais tout ça pour te dire que mardi matin, la plupart des gens ne le savent pas, mais pendant qu'on vaquait à nos occupations, à Washington, il y avait quand même un petit climat d'inquiétude à cause de la présence sur radar de cette masse inconnue. Et c'est assez amusant parce qu'au cours des dernières semaines, c'est vrai que les autorités américaines ont eu fort affaire avec les ovnis. On en a parlé. Il y a eu cette histoire de vidéos d'ovnis rendues publiques en 2017 et qui ont été reconnues il y a quelques semaines à peine comme authentiques par la US Navy. La US Navy s'est bien gardée de dire ce sont des engins extraterrestres, hein, mais ils ont dit c'est vrai, ces films circulent maintenant depuis 1 an et demi. Il y a une controverse autour. La US Navy confirme ce sont bel et bien des UAP, Unidentified Aerial Phenomena, des phénomènes volants non identifiés. Sans dire plus. Mais c'est intéressant parce que ce sont vraiment des documents confirmés, authentiques par la US Navy. Je te souhaite un excellent week-end, Christian. On doit se quitter. Oui, ben écoute, fait que c'est deuxième coït non interrompu ce soir. Salut. Bon week-end à tout le monde. Bye Salut bye. Yannick. On se rejoint vendredi. Ciao. Radio X Files. Radio X.